Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur les variables aléatoires discrètes. Alors on va continuer notre travail de généralisation des chapitres précédents de probabilité. Donc dans le chapitre 17, on vient de généraliser la notion d'espace probabilisé, on a généralisé ce qui nous permettait de calculer des probabilités à maintenant des univers infinis. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va généraliser ce qu'on a déjà vu sur les variables à support fini, à éventuellement maintenant des variables à support infini, alors pour l'instant infini dénombrable. Donc je commence avec les généralités et la notion de variable aléatoire discrète. Alors tout simplement, je dis qu'une variable aléatoire est discrète si son support, c'est un ensemble fini, donc ça inclut le cas précédent, ou dénombrable. Dénombrable, je le rappelle, ça veut dire dont les valeurs, dont les éléments peuvent être indicés, numérotés à l'aide des entiers. Alors un exemple, premier exemple d'ensemble dénombrable, l'ensemble des 1 sur n pour tout n dans n étoiles. Il est par définition dénombrable puisque, par définition même, je suis en train de les numéroter à l'aide de n, qui est dans n étoiles. Par contre, le segment 0,1 n'est pas dénombrable. Il est impossible de numéroter tous les nombres réels entre 0 et 1. Vous ne pouvez pas avoir un premier nombre entre 0 et 1, un deuxième, un troisième, il y en aurait trop. Donc une variable de support, le segment 0,1 n'est pas discrète. Par contre, une variable dont le support serait A, elle serait discrète. Alors justement, une variable de support, le segment 0,1, on en connaît une. Par exemple, un rand de syllabes. Donc celle-ci n'est pas discrète. Celle dont on avait tracé la fonction de répartition à la toute fin du chapitre précédent. Dans ce chapitre, pour l'instant, on ne va pas encore étudier des variables comme ça, on va vraiment étudier des variables discrètes. Donc allons-y, première proposition qu'il faudra toujours avoir à l'esprit avec une variable discrète sur un espace probabilisé. Je vais noter dans la suite ces valeurs, les x indices i pour petit i dans un certain ensemble d'indices grand I, et je les suppose toutes distinctes, je répète jamais deux fois la même valeur dans ces listes. Eh bien je dis que l'ensemble des événements de type grand X égale xi, pour tout i, ça forme un système complet d'événements. C'est ce qu'on appelle le système complet associé à x, et surtout, ce qu'il faut bien retenir, c'est que du coup, quand vous sommez toutes ces probas, eh bien ça fait 1. Mais attention, il y en a éventuellement une infinité, donc cette somme désigne potentiellement la somme d'une série, si grand X de oméga est infini dénombrable. Donc vous pouvez imaginer une somme pour i allant de 0 à plus l'infini, ou de 1 à plus l'infini, ou plus généralement, sur toute forme d'ensemble discret. Dénombrable, pardon. Démonstration de cette proposition, il y a juste 2 points à vérifier pour montrer que c'est un système complet. Premièrement, que les événements sont 2 à 2 disjoints, 2 à 2 incompatibles, eh bien on prend i différent de j, 2 indices. Je dis que ces deux événements, grand X égale xi, grand X égale xj, sont incompatibles parce qu'il ne peut pas y avoir d'issue qui serait dans les deux, sinon grand X de oméga aurait 2 valeurs différentes à la fois. C'est impossible. Et enfin, l'union fait bien oméga, on peut montrer ça par double inclusion. De gauche à droite, c'est évident, car toutes ces choses sont des événements, donc leur union reste incluse dans oméga. Et la réciproque, on va la montrer. Prenons n'importe quelle issue, petit oméga dans grand oméga. Eh bien, grand X de oméga, c'est forcément une des valeurs dont on a parlé précédemment, un certain xk, pour un certain indice k. Et bien dans ce cas, petit oméga appartient à l'événement grand X égale xk, et donc qui est lui-même inclus dans l'union, donc appartient à l'union. Donc la preuve est terminée. Et du coup, le fait que la somme des probas fasse 1, c'est juste une conséquence du fait que ceci est un système complet. Dans tout système complet, la somme des probas fait 1. On poursuit avec la tribu associée à x. Alors soit x une variable aléatoire discrète sur un espace probabilisable, le support je le note toujours comme avant, et puis j'appelle tribu associée à x la tribu engendrée par le système complet précédent. Je rappelle ce que veut dire tribu engendrée, ça veut juste dire la plus petite tribu qu'on puisse imaginer qui contienne tous ces événements, et qui forcément du coup respecte les règles de tribu, c'est-à-dire contiendra aussi leurs contraires, leurs unions dénombrables, les contraires, les unions de tout ce qu'on vient de rajouter, etc., etc.
À quoi ça sert? Eh bien cette tribu, en fait, elle contient toutes les informations pertinentes par rapport à x. Parce qu'en fait, tous les événements relatifs à grand X peuvent se fabriquer, peuvent s'écrire à partir de ces événements de base dans ce système complet associé à x. Je vous donne quelques exemples. Les événements de type grand X inférieur ou égal à petit x, alors on a vu dans la vidéo précédente justement qu'ils étaient très importants ces événements parce qu'ils se cachent derrière la fonction de répartition. Et bien on peut les écrire comme union d'événements de la forme grand X égale xi. Vous n'avez qu'à faire l'union pour tous les indices tels que petit xi est inférieur ou égal à x, des grand X égale xi. Un autre type d'événement, par exemple, dire que grand X est pair, eh bien, il suffit d'écrire l'union pour tous les entiers des événements de type grand X égale 2 fois k. Donc avec ces événements-là, on peut recréer tous les événements en rapport avec grand X. C'est pour ça que cette tribu engendrée par ce système complet, on l'appelle la tribu associée à X. D'après ces observations qu'on vient de faire, justement, si vous connaissez tous les xi, toutes les valeurs de grand X et toutes leurs probabilités, les PI, les P de x égale xi, eh bien vous pouvez connaître entièrement la loi de X. Ne serait-ce que parce que vous connaissez déjà la fonction de répartition, et que la fonction de répartition caractérise la loi, comme on vient de le voir au chapitre précédent. Du coup, ça nous donne un moyen simple de répondre aux questions de type donner la loi de X, quand X est discrète. Et oui, si X est une variable discrète, pour donner sa loi, maintenant, au vu de ce qu'on vient de dire, il suffit de donner le support et les probas de chaque valeur, comme avant, comme avec les variables finies. Alors attention, ça par exemple, c'est pas un fait général pour toute variable aléatoire, mais c'est valable pour les variables aléatoires discrètes. Deuxième partie de ce théorème qui est importante aussi, réciproquement, si vous vous fixez un ensemble de valeurs xi, et des PI qui sont des nombres positifs dont la somme converge vers 1, alors il existe une variable qui suit cette loi. Donc vous pouvez construire une variable aléatoire à la main, vous pouvez vérifier que donner des valeurs et donner des probabilités définit bien une variable aléatoire, en vérifiant ces points. Ces 3 points, finalement, il y en a 3 qui sont un peu cachés là, on pourrait les lister. Petit 1, vérifier que l'ensemble des valeurs est bien dénombrable. Petit 2, que les probabilités soient positives, et petit 3, que la somme converge vers 1. Démonstration, eh bien, pour la première partie, c'est ce que j'ai dit à l'oral tout à l'heure. Si on connaît tous les xi et tous les pi, on connaît la fonction de répartition, par ce calcul. Et donc on connaît la loi, puisqu'on sait que la fonction de répartition caractérise la loi. Pour le deuxième point, la réciproque, c'est un peu plus technique. Il faut vraiment fabriquer un univers, fabriquer une variable aléatoire sur cet univers, donc c'est quelque chose qu'on admet. Mais je veux juste attirer votre attention sur le fait que ce qu'on demande dans cette réciproque, c'est vraiment la moindre des choses. On veut construire une variable discrète, donc bien sûr, il faut un ensemble de valeurs dénombrables. Et puis, ce qu'on prétend être des probabilités, bien sûr, il faut que ce soit positif, et que la somme fasse 1. Donc on demande le strict minimum pour que tout ça marche. Remarque, c'est ce que je disais tout à l'heure, attention, ce théorème, encore une fois, il y a une hypothèse, c'est la caractérisation d'une loi discrète. Rand ne respecte pas du tout ce théorème, puisque chaque valeur de Rand, chaque nombre entre 0 et 1, a une proba 0 d'arrivée. Pensez au jeu de fléchettes. Donc on ne pourra pas retrouver la loi de Rand en regardant la proba de chaque valeur, parce qu'elles sont toutes 0, ces probas. Mais Rand n'est pas discrète, c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors un premier exemple de loi discrète qui est intéressant et qu'on va beaucoup utiliser. On lance indéfiniment une pièce, et on note grand X le rang du premier pile obtenu. Quelles sont les valeurs possibles de grand X? Eh bien, n'importe quel entier non nul. Vous pouvez avoir votre premier pile au premier lancé, au deuxième, au troisième, etc. Éventuellement aussi, on va tenir compte de plus l'infini dans un premier temps. Ça voudrait dire quoi que grand X égale plus l'infini? Ça voudrait dire que vous n'avez jamais fait de pile. Et puis pour tout cas entier naturel non nul, pour tout cas dans n étoiles, calculons la proba que grand X égale k. Eh bien,
Ça veut dire quoi que grand X égale K? Ça veut dire le premier pile obtenu, on l'a obtenu au rang numéro K. Moi, je vous suggère de faire une petite pause dans la vidéo à cet instant et d'écrire vous-même la réponse à ce calcul de probabilité. Je vous laisse mettre pause, et puis moi, j'écris la réponse directement. Pas de pause. Ça veut dire quoi que grand X égale K? Ça veut dire qu'on a fait d'abord K-1 face, tout simplement, puis un pile. Donc 1 demi puissance K-1 fois 1 demi. Alors j'écris entre parenthèses égale 1 sur 2 puissance K. Pourquoi? Parce que je préfère garder cette écriture-là pour l'instant. Parce que regardez, si c'était pas une pièce équilibrée, ici, imaginez s'il y avait un tiers ici, eh bien il y aurait 2 tiers ici. Donc j'aime bien les séparer, ces deux facteurs. De toute manière, quand on va voir la loi qui se cache derrière tout ça plus tard, la loi géométrique, on aura bien cette forme-là. Donc je tiens à garder cette forme-là. Il nous resterait une probabilité à calculer, la probabilité que grand X égale plus l'infini. Mais ça, on l'a vu au chapitre précédent. La proba de ne faire que des faces pour l'éternité, c'est 0. Donc cet événement est négligeable, donc on peut l'oublier, c'est pas important. On pourrait même écrire grand X de oméga égale n étoile ici, au sens où, que vous le négligiez ou pas, c'est des points de vue qui se valent. Il faut juste être conscient du fait que grand X égale plus l'infini, c'est un événement, mais sa probabilité, c'est 0. Alors je vous laisse regarder ce petit exercice, qui n'est pas en rapport avec ce qu'on vient tout juste de faire, mais qui est en rapport avec les définitions qu'on vient de voir dans ce petit 1. Donc pareil, je vous suggère de mettre pause dans la vidéo, prenez quelques secondes pour y réfléchir. Un petit indice, bien c'est en rapport avec les séries, évidemment. Alors, on va le corriger. Eh bien tout simplement, le support ici, l'ensemble des xn, pour tout n dans n, si vous prenez tous ces événements, grand X égale xn, ça forme un système complet. Donc en fait, la série de termes générales, P de grand X égale xn, converge, vers 1 même. Converge, je vais mettre entre parenthèses vers 1. Or, comme la série converge, le terme général tend vers 0. Donc son terme général, grand P de x égale xn tend vers 0 quand n tend vers l'infini. C'est le critère de divergence grossière. Tout simplement. Donc ça c'est toujours valable. La probabilité que grand X égale xn tendra toujours vers 0. Ok, poursuivons notre généralisation du chapitre de variables aléatoires. Et on avait à ce stade-là, dans le chapitre précédent, regardé les transformations de variables aléatoires finies. Maintenant, on va regarder des transformations de variables aléatoires discrètes. Rien de nouveau, c'est la même proposition. On prend une variable, cette fois-ci discrète, sur un espace probabilisé, et puis G, une fonction par laquelle on va la transformer. Donc il faut bien sûr qu'elle soit définie au moins sur le support de notre variable, cette fonction. Eh bien, on peut poser une nouvelle variable, grand Y, qui est G rond X, qui va aussi de oméga dans R, et puis à une issue oméga, elle associe le nombre G de X de oméga. C'est aussi une variable discrète, donc là il y a une proposition, je suis en train d'affirmer quelque chose, et puis je la noterai Y, ou alors G de X. Alors il faut vérifier que c'est bien aussi une variable discrète. Ne serait-ce que déjà que c'est une variable aléatoire. Je rappelle que tout n'est pas forcément une variable aléatoire, il y a une petite condition à vérifier. Alors je vais noter grand X de oméga le support, qui est donc discret. Et puis grand Y de oméga, c'est l'ensemble des G de xi, pour tout i dans grand I. Il est forcément discret lui aussi. Il ne peut pas contenir plus de nombres, j'ai oublié un que ici, plus de nombres au pluriel que x de oméga. Il peut même éventuellement, par contre, il peut en contenir moins. Imaginez que deux x, un xi et un xj différents, par g, se transforment en la même valeur. Imaginez que grand X peut prendre les valeurs 2 et moins 2, et que g c'est la fonction carré. Eh bien ces deux valeurs vont se transformer en une seule valeur, en 4. Donc y de oméga ne peut pas contenir plus de nombres que x de oméga, mais il peut éventuellement en contenir moins.
Donc il n'y a pas de problème. Si on était capable de les numéroter ici par des entiers, ben, là aussi. Ok, donc c'est discret, c'est bon. Maintenant, il faut aussi vérifier que c'est une variable aléatoire. Hein, donc c'est-à-dire que tous les événements de type grand Y inférieur ou égal à petit y sont dans notre tribu. Mais ça se vérifie bien. Alors je ne veux pas y passer du temps dans la vidéo, je vous laisse lire les détails. C'est pas quelque chose de très très important, mais il faut juste le faire une bonne fois pour toutes. Hein, donc grosso modo, on essaye d'écrire les événements de ce type à l'aide des événements de ce type, qui eux sont forcément dans la tribu. À l'aide d'événements de ce type, les grand X égale xi, qui eux sont forcément dans la tribu, puisque grand X est une variable aléatoire. Ok, alors un petit exemple, sur grand X une variable aléatoire, avec grand X de oméga égale Z, je pose différentes transformées, là. Y1 c'est 2x plus 1, Y2 valeur absolue de x, et puis Y3 cos de pi sur 2 fois x. Et puis je vous propose de donner pour chacune de ces variables leur loi. Alors bien sûr, on ne connaît pas les probas de grand X, donc en fonction de x, hein. Rajoutons en fonction de x. Eh bien dans un premier temps, je vous propose d'écrire les trois supports déjà. Pareil, prenez une minute pour faire ça, mettez la vidéo en pause. Et moi je reprends et j'écris directement les supports. Alors, c'est toujours simple ça, hein, il suffit d'écrire les valeurs transformées. Donc y1 de oméga c'est quoi? C'est l'ensemble des 2k plus 1, k étant les valeurs possibles de x, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à z. Donc en fait pour y1 on a tous les entiers impairs. Pour y2 de oméga on a quoi? L'ensemble des valeurs absolues de k, pour k appartenant à z. Qu'est-ce qu'on récupère en fait? Eh bien on récupère n, puisque les entiers négatifs vous prendrez leur valeur absolue, deviendront positifs. Et puis pour y3, l'ensemble de tous les cos de pi sur 2 fois k, ça peut faire quoi? Alors pour ça, il n'y a rien de mieux que redessiner un cercle trigonométrique. L'ensemble des pi sur 2 fois k, eh bien ici j'ai pi sur 2 fois 0, pi sur 2 fois 1, pi sur 2 fois 2, fois 3, fois 4, vous avez compris, je boucle et je recommence. Quelles sont les valeurs possibles du cos ici? Eh bien 1 ici, 0 pour les deux là, et moins 1 pour lui. Donc tout simplement, moins 1, 0, 1, il n'y a que 3 valeurs. Quels sont les probas? Eh bien, on va les exprimer en fonction de x, alors je fais y1, et puis je vous laisserai mettre pause et faire les deux autres. Pour y1, soit k appartenant à z, proba que y1 égale 2k plus 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire proba que... Ça pareil, hein, c'est toujours pareil, vous remplacez y1 par sa définition. 2x plus 1 égale 2k plus 1. Ça se résout en proba que grand X égale k tout simplement. Ça c'est une transformation affine, elle est assez simple. Pour la deuxième, c'est un peu moins simple. Je vous laisse mettre pause et puis réfléchir quelques minutes pour écrire ces probas. Petit indice, faites attention, il y aura une particularité quand k égale 0. Parce que remarquez que quand k égale 0, valeur absolue de k fait 0 et c'est la seule possibilité pour qu'elle fasse 0. Par contre, quand k est différent de 0, il se passe quelque chose d'un peu différent. Je vous laisse mettre pause. Et moi je poursuis. Alors je vais mettre k égale 0 à part. Proba que y2 égale 0, c'est la proba eh bien, que valeur absolue de x égale 0, c'est-à-dire que x égale 0. Et puis, pour tout k appartenant à n étoile, non nul donc, proba que y2 égale k, c'est la proba que valeur absolue de x égale k, mais il y a deux possibilités. Hein, ou bien x égale k, ou bien x égale moins k. Et enfin, y3, on va peut-être faire la valeur 0 ensemble, je vous laisserai faire 1, et puis pour moins 1 on s'embêtera pas, on mettra juste 1 moins les deux autres valeurs. Alors,
quand est-ce que y3 égale 0? Proba que y3 égale 0. Donc, quand est-ce que cos de pi sur 2 fois k égale 0? Quelles sont les valeurs de x qui vous donnent un cos nul? C'est celle qu'on voit ici. Alors, il se passe quoi pour k? C'est 0 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous l'avez compris, la particularité des valeurs de k qui donnent ces croix bleues là, c'est les k qui sont tout simplement impairs. Hein, donc c'est la proba que x est impair. Ce qu'on pourrait écrire, proba de l'union pour k appartenant à z des grand x égale 2k plus 1. Et donc la somme pour k appartenant à z des probas que grand x égale 2k plus 1. Ok? Alors, de la même manière, quelles sont les valeurs qui vous donnent un cos égal à 1? Alors là, c'est une fois sur 4. Hein, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc c'est les multiples de 4. Proba que y3 égale 1. Bon, je ne réécris pas les autres étapes intermédiaires. On généralise directement cette formule, avec non pas les impairs, mais les multiples de 4. Somme. Pour k appartenant à z, alors pour être plus rigoureux, je vais mettre somme pour k allant de moins l'infini à plus l'infini. Je vais aussi corriger ici. Somme pour k allant de moins l'infini à plus l'infini des probas que grand x égale 4k. Et la dernière, évidemment, on s'embête pas, proba que y3 égale moins 1, et bien la somme doit faire 1. Donc 1 moins la somme des deux autres, proba que y3 égale 0, plus proba que y3 égale 1. Bien sûr, on ne peut pas calculer vraiment les valeurs numériques de ces choses, puisqu'on ne connaît pas les probas pour x. Mais si on les connaissait, on pourrait. Alors, petite remarque importante, ça peut vous faire peur, là, ces sommes qui vont de moins l'infini à plus l'infini, on n'a jamais vu ça. Alors rassurez-vous, on l'utilisera très rarement, j'ai juste mis ça dans cet exercice pour qu'on le voit une seule fois au moins. Comment calculer une somme de moins l'infini à plus l'infini? Bah, vous faites un châle. Vous coupez de moins l'infini à 0, puis de 1 à plus l'infini. Ça, c'est une série habituelle, vous savez faire, et puis ça, il n'y a pas de problème, il suffit de faire un changement d'indice. Dites que changez k en moins k, et puis il ira de 0 à plus l'infini. Hein, mais vous inquiétez pas, en pratique, on rencontrera très rarement des séries sur z. On termine avec la notion d'espérance pour aujourd'hui. Alors, je rappelle le but de la notion d'espérance, c'est une notion très importante. Elle vous permet de donner un sens, de calculer le résultat moyen auquel on peut s'attendre en répétant des variables aléatoires. Donc définition, soit x une variable aléatoire discrète. Alors, de deux choses l'une, il faut bien comprendre cette nouveauté. Petit 1, je mets la définition qu'on connaissait déjà, la définition à l'ancienne, si la variable est finie. Donc si elle est finie, ces valeurs peuvent se noter xi pour i allant de 1 à n. On appelle l'espérance, le réel, la somme des valeurs fois leur proba. Pour pas que vous soyez prisonnier de ce type de notation, je vous invite vraiment à retenir ça en français. La somme des valeurs fois leur proba. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les sujets, dans les DS, les valeurs ne seront pas toujours notées xi. Hein, elles seront peut-être notées juste petit x appartenant à grand x de oméga. Donc on pourrait aussi imaginer somme pour petit x appartenant à grand x de oméga des petit x fois proba que grand x égale petit x. Hein, ne soyez pas prisonnier des notations, retenez le sens des choses, et le sens de cette formule, c'est la somme des valeurs pondérées par leur proba. Je rappelle pourquoi c'est intuitif. Plus une valeur est probable, plus il faut la pondérer, et voyez ça comme un calcul de moyenne avec des coefficients. Les valeurs de la variable, et puis les coefficients sont les probabilités de ces valeurs.
Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu depuis longtemps. Quelle est la nouveauté? Qu'est-ce qui se passe si la variable est maintenant discrète, avec un support infini dénombrable? Eh bien, cette somme devient infinie. Mais on n'est pas sans savoir, depuis le chapitre série, qu'une somme infinie, ça n'a pas toujours du sens. Ça a du sens quand la série derrière converge. Conclusion, toute variable n'admettra plus automatiquement une espérance. Maintenant, c'est important, on va dire x admet une espérance si cette série converge. La série des xi fois proba que grand X égale xi. Il se peut qu'elle ne converge pas. Alors on va me demander un truc un peu plus précis, effacer ma phrase précédente, c'est pas juste si la série converge, c'est si la série est absolument convergente. On verra pourquoi un peu plus tard. En cas de convergence, eh bien on appelle et on note E de x, on appelle espérance et on note E de x, la somme de cette série. Donc la nouveauté, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cas fini, rien ne change, etc. Mais dans le cas dénombrable, l'existence d'une espérance n'est plus automatique, il faut vérifier la convergence absolue d'une série pour étudier l'espérance. Alors terminons justement sur un exemple de variable qui n'admet pas d'espérance. Je vous donne le support, je décrète que c'est les 2 puissance n pour tous les entiers naturels non nuls. Et je vous donne des probas. Je dis que la proba de 2 puissance n, c'est 1 sur 2 puissance n. Alors, je peux pas faire n'importe quoi, hein. Je peux pas dire les probas c'est machin, et les valeurs c'est machin, et les probas c'est truc. Il y a des règles à respecter quand on définit une variable aléatoire. C'est celle qu'on a vue justement, je remonte tout en haut, c'est celle qu'on a vue, pardon, c'était, excusez-moi, c'était ici, réciproquement. Si on choisit une famille dénombrable de réels, et des nombres positifs dont la somme fait 1, alors on définit bien une variable. Donc il faut déjà que je vérifie ça pour vous prouver que je ne fais pas n'importe quoi et que cette variable, elle existe bel et bien. Donc, vérifions ces 3 points. Petit 1. Le support est discret, ben oui, par définition même, ils sont numérotés avec n étoiles. Les probabilités sont toutes positives, bien sûr, c'est des 1 sur 2 puissance n. Petit 2, les probas sont toutes positives. Et puis petit 3, est-ce que leur somme fait 1? Mais oui, la somme de ces probas, c'est une série géométrique qu'on sait calculer. Somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur 2 puissance n. 1 demi fois 1 sur 1 moins 1 demi, ça fait bien 1. Donc c'est bon. On a bien une variable aléatoire. Ici, je ne fais pas n'importe quoi. Admet-elle une espérance? Donc vérifions si cette série converge absolument. Alors on remplace les xi par leur valeur en l'occurrence et les probas par leur valeur en l'occurrence. Quel est le terme général en valeur absolue pour vérifier la convergence absolue? Eh bien, le terme général de cette série, c'est 1. Donc elle diverge même grossièrement. X n'admet pas d'espérance. Alors, pourquoi? Quelle est l'explication derrière ce fait? Pourquoi X n'admet pas d'espérance? Eh bien, plus précisément, si on regardait le terme général de la série qui définit l'espérance, donc sans les valeurs absolues, 2 puissance i fois 1 sur 2 puissance i, c'est 1 aussi, cette série tend vers l'infini. En fait, ça sous-entend quoi? Ça explique moralement que ces valeurs-là sont trop grandes. Quand n devient grand, 2 puissance n, ça devient très très grand. Donc cette variable, prend des valeurs extrêmement grandes. Avec certes des probas qui tendent vers 0, mais pas suffisamment fort. Donc cette variable prend des valeurs trop grandes, c'est ce que j'écris ici. On peut enlever cette flèche, c'est ce que je voulais expliquer. Cette variable prend des valeurs trop grandes pour qu'on puisse avoir un résultat moyen entre guillemets. Si vous essayez en fait de répéter plein de fois cette variable aléatoire et de faire la moyenne, vous verrez qu'elle va tendre vers plus l'infini, la moyenne. Donc il n'y a pas d'espérance. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut changer un peu la variable pour qu'elle admette une espérance? Je vous propose de ne pas changer les probas, mais de changer les valeurs. Dites juste qu'au lieu de regarder les valeurs 2 puissance n, on regarde juste les valeurs n. Remplacez 2 puissance n par n. Et puis vérifier. Les valeurs deviennent beaucoup plus petites. Les probas restent les mêmes, mais comme les valeurs deviennent beaucoup plus petites, on a peut-être espoir qu'il y ait une espérance, qu'il y ait un résultat moyen.
Vérifions déjà que c'est une variable aléatoire, discrète, et qu'elle admet une espérance qu'on calculera. Je vous laisse faire ça, prenez quelques minutes, pareil, faites une pause dans la vidéo, et moi, je le corrige immédiatement. Alors, que x soit une var discrète, c'est exactement la même justification qu'au-dessus, hein. C'est dénombrable, ça, n étoiles, bien sûr, c'est les entiers eux-mêmes. Ça, c'est toujours positif, et la somme fait toujours 1. Donc, grand X de oméga est une var discrète pour les mêmes raisons que ci-dessus. Enfin, regardons l'espérance. Donc, je pose la question, admet-elle une espérance? Donc, on étudie la convergence absolue de la série de termes générales. On étudie la convergence absolue de la série de termes générales. Eh bien, les valeurs n fois les probas. N appartient à n étoile là-dedans. C'est-à-dire n fois 1 sur 2 puissance n. Mais n fois 1 sur 2 puissance n, ça doit vous faire penser à quelque chose de connu. Mettez juste un 1,5 d'un côté. 1,5 fois n fois 1,5 puissance n moins 1. Eh bien, c'est une série géométrique dérivée qui converge absolument. Donc, il n'y a pas de problème. C'est une série géométrique dérivée qui converge absolument, car la raison, moins 1,5, est entre moins 1 et 1. Strictement. L'espérance existe et vaut eh bien la somme de la série. Donc on l'écrit 1,5 fois, par linéarité, 1,5 fois la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des n 1,5 puissance n moins 1, c'est-à-dire 1,5 fois, formule du cours à connaître par cœur, 1 sur 1 moins 1,5 au carré. 1 moins 1,5, ça fait 1,5, ça se simplifie avec le 1,5 d'à côté, il nous reste 1 sur 1,5, c'est-à-dire 2. Donc, remontons. Cette variable, qui a pour valeur les 2 puissance n avec proba 1 sur 2 puissance n, n'a pas d'espérance parce que 2 puissance n c'est trop grand. Mais cette variable, qui a pour valeur les n, avec proba 1 sur 2 puissance n, elle admet bien une espérance qui vaut 2. Quand vous répétez et répétez cette variable aléatoire, vous pouvez vous attendre à un résultat moyen de 2. Voilà pour cette vidéo, on poursuivra sur les propriétés de l'espérance, et puis la variance, etc. À bientôt.